Luann Johnson, une ancienne marine et diplômée en littérature anglaise, cherche un travail en tant qu'enseignante. Elle s'est récemment séparée de son mari et vit désormais seule. Son ami Hal Griffith la recommande pour le poste au lycée Parkmont, où il enseigne également. Luann s'entretient avec la directrice adjointe, Carla Nichols, pour parler du poste vacant. Elle est surprise de recevoir une offre d'emploi immédiate à temps plein pour 24 700 $ par an afin de remplacer Mme Greenleach au lieu du poste à temps partiel pour lequel elle avait postulé. La tension monte lorsqu'elle découvre que 3 professeurs remplaçants ont démissionné en peu de temps dans cette même classe. Carla évite de donner une explication claire, et Hal tente de l'avertir de ce à quoi elle sera confrontée. Luann garde son optimisme et décide de ne pas se laisser décourager par ses mots. Lors de son premier jour, Hal accompagne Luann jusqu'à la salle de classe et lui rappelle que sa classe est juste à côté au cas où elle aurait besoin d'aide. Elle entre avec assurance, mais les élèves l'ignorent. La classe est bruyante, distraite et ne montre aucun intérêt pour l'apprentissage. Pour tenter de reprendre le contrôle, Luann demande à l'un des élèves ce qui est arrivé au professeur remplaçant précédent. L'enfant crie qu'ils ont été tués, captant ainsi l'attention de toute la classe. Emilio Ramirez, le chef du groupe, se moque d'elle et ses amis réagissent avec enthousiasme, créant une situation chaotique qui perturbe également les cours voisins. Au début, Luann sourit et traite la scène avec légèreté, mais à mesure qu'Emilio se montre plus audacieux et que le bruit empire, elle commence à se sentir mal à l'aise. Finalement, elle se lève et demande une explication à Hal qui lui dit avec sincérité que c'est la seule position disponible avec ce groupe d'élèves. À ce moment-là, Luann comprend qu'elle a pénétré dans quelque chose de plus qu'une simple salle de classe, elle est entrée dans un environnement dangereux. Elle doute d'elle-même et se sent frustrée par la réponse désinvolte de Hal, qui explique que ces jeunes sont intelligents, mais qu'ils manquent de compétences académiques de base. Il lui conseille de trouver un moyen de capter leur intérêt. Déterminée à ne pas abandonner, Luann rentre chez elle et commence à rechercher de nouvelles stratégies, préparant sa propre approche pour la classe. Le lendemain, elle arrive avec une tenue exotique dans le style des marines. Elle porte une veste en cuir, un jean et des bottes, dans l'espoir de projeter de la dureté et de l'assurance. Quand les élèves entrent, ils l'ignorent toujours. Alors, pour attirer leur attention, elle écrit au tableau qu'elle était marine et demande s'ils savent faire du karaté. Bien qu'il s'agisse d'un pari risqué, cela fonctionne. Même si les règles scolaires interdisent le contact physique, Luann transforme l'exercice de karaté en une activité en classe, qui implique 2 élèves, Daryl et Raoul, qui participent avec enthousiasme. Impressionnée, elle leur dit qu'ils ont le potentiel pour devenir des marines du karaté, mais seulement s'ils travaillent dur et obtiennent de bonnes notes. L'exercice éveille l'intérêt, et ensuite, Luann décide de se concentrer sur l'enseignement de l'anglais. Elle prend comme exemple le mot « choisir », le reliant aux décisions dans la vie, comme opter pour l'abandon ou le combat. Cela génère une discussion. Callie, l'une des élèves les plus participatives, explique ce que ce mot signifie pour elle et montre un enthousiasme authentique. Choisir fonctionne comme un kata mental. Chaque décision bien pratiquée frappe la résignation. Si vous avez été attentif, ce mot sera le fil rouge de toute l'histoire. Au milieu de la leçon, Carla entre et l'informe que la directrice veut la voir. Après le cours, Luann se rend au bureau du directeur Grandi. Carla est déjà là. Elle entre sans frapper, ce qui irrite Grandi. Le directeur la réprimande pour l'exercice de karaté et pour le choix des sujets dans sa classe, insistant sur le fait qu'elle doit suivre le programme approuvé, même s'il s'avère ennuyeux pour les élèves. Le lendemain, Luann essaye une autre approche, elle apporte des barres de chocolat et les distribue en récompense pour les bonnes réponses. La participation en classe augmente. Elle introduit également de la poésie et promet une excursion dans un parc d'attractions à la fin du devoir, incluant des montagnes russes, des hot dogs et des jeux. Quand les élèves demandent combien cela coûtera, elle répond que le conseil scolaire paiera. Emilio doute, déclarant que la promesse est vide, et la classe se retourne contre elle, l'accusant de mentir et perdant tout intérêt pour la leçon. Au son de la cloche, Callie reste et conseille à Luann que, si elle veut que la classe l'écoute, elle a d'abord besoin du soutien d'Emilio. Suivant son conseil, Luann lui remet un poème de Bob Dylan sur un trafiquant de drogue et lui demande ce qu'il en pense. Emilio montre peu d'intérêt et refuse de participer. Cette nuit-là, Luann dîne avec Hal. Pendant la conversation, Hal lui avoue que son ex-mari était son meilleur ami. Elle sait que Hal l'a mise dans une situation difficile avec les élèves indisciplinés, mais elle voit aussi en lui une bonne personne. Il l'invite à passer du temps avec sa famille, mais elle refuse poliment, sentant qu'elle n'est pas prête. Le lendemain, elle assiste à une bagarre entre Emilio et Raoul qui devient presque violente. Elle intervient rapidement, les séparant et leur disant qu'Emilio est plus grand et que se battre n'a aucun sens. Elle les avertit que si l'école l'apprenait, il serait puni,
mais promet de garder leur secret s'ils arrêtent de se battre. Tous deux acceptent et se séparent. Mais Angela, la petite amie d'Emilio, dit à Luan que la bagarre n'est pas terminée. Et elle ne se trompe pas. L'école le suspend pour 3 jours et Luan voit la police emmener Raoul. Plus tard, Raoul explique que se battre était sa façon de ne pas paraître faible. Luan regrette son commentaire précédent sur la taille d'Emilio, sentant que cela l'a poussé à se battre. Elle s'interroge aussi sur la raison pour laquelle Raoul a été arrêté, et Emilio, l'un de ses élèves les plus problématiques, a seulement reçu une retenue. Elle décide de parler à Emilio de son comportement. Il admet qu'il vient d'une famille problématique et que se battre lui donne un sentiment de soulagement, car c'est sa façon d'affronter la vie en étant un enfant vulnérable. Après les cours, elle rend visite à la famille de Raoul pour parler avec ses parents. Au début, il blâme Raoul pour la bagarre. Elle le défend en disant qu'il ne faisait que se protéger et qu'il est l'un de ses élèves préférés. Elle le décrit comme intelligent, drôle et éloquent. Ces mots remplissent ses parents de fierté et émeuvent Raoul, qui sent que personne ne l'avait jamais félicité ainsi. Ensuite, elle va chez Emilio pour parler avec ses parents, bien que les détails de cette conversation ne soient pas révélés. Le lendemain, les élèves l'accusent à nouveau de se mêler de leurs affaires, en colère parce qu'elle a puni Raoul et Gusmaro. Ils l'accusent de troubler l'ordre et lui disent qu'elle devrait se limiter à enseigner. Luan, frustré, leur donne un choix, ils peuvent partir ou rester. À sa grande surprise, Emilio la défend, disant qu'il respecte ses efforts pour rendre visite aux familles. Motivés par lui, les autres restent dans la salle. Alors, une discussion s'engage sur les décisions dans la vie, et Emilio y participe activement. Son enthousiasme encourage toute la classe et l'ambiance s'améliore peu à peu. Avec le temps, Emilio commence à respecter Luan, surtout parce qu'elle montre un intérêt authentique pour leur vie, visitant leur maison et les soutenant. De plus, elle tient sa promesse d'emmener la classe dans un parc d'attractions. Le voyage est un succès, mais le directeur grandit la critique pour avoir organisé quelque chose en dehors des normes scolaires. Elle lui explique que les élèves l'ont invitée et qu'elle a payé l'excursion avec son propre argent. Bien que le directeur ne se montre pas convaincu, il ne parvient pas à l'arrêter. Sur cet élan, Luan présente le défi Dylan Thomas, invitant les élèves à interpréter des poèmes de Dylan Thomas et de Bob Dylan à propos de la mort. Le prix est un dîner élégant avec elle dans un restaurant coûteux. À sa surprise, les élèves s'y consacrent avec intérêt, effectuant même des recherches à la bibliothèque. Les bibliothécaires, cependant, jugent durement son effort. Les gagnants sont Raoul, Daryl et Kali. Mais Kali ne peut pas assister au dîner car elle doit travailler dans un supermarché. Alors Luan promet de lui apporter la nourriture là-bas. Cette nuit-là, seul Raoul assiste au dîner, car les autres ont dû travailler. La soirée s'avère éprouvante pour Raoul, mais Luan l'encourage à commander à manger et maintient une conversation légère pour qu'il soit à l'aise. Pendant le dîner, Raoul avoue qu'il a séché l'école pour payer une veste qui coûtait 200 $ et que ce vêtement le faisait se sentir attirant. Luan est surprise par la dépense. Mais il explique qu'il n'a pas beaucoup de beaux vêtements et qu'il voulait se sentir confiant. Émue, elle lui propose de lui prêter de l'argent à la condition qu'il le lui rende à l'obtention de son diplôme. Raoul est impressionné, mais accepte finalement. Ensuite, elle rend visite à la famille de Kali pour lui remettre la nourriture. Et là, elle découvre qu'elle va être transférée parce qu'elle est enceinte. Luan pense que Kali a le potentiel pour continuer à étudier, mais elle insiste pour abandonner l'école afin de s'occuper de son enfant. Bien qu'elle ne parvienne pas à la convaincre totalement, Luan enquête davantage, et le lendemain, elle interroge Carla sur le transfert, découvrant qu'il n'est pas obligatoire, seulement une préférence de Carla. Elle partage la bonne nouvelle avec Kali, mais celle-ci réagit avec peu d'émotion, expliquant que son petit ami lui met la pression pour quitter l'école. Reconnaissant sa situation, Luan parle en privé avec elle, lui partageant sa propre histoire de mariage abusif, afin qu'elle voie qu'elle a aussi des choix. Bien que Kali dise peu de choses, il semble que les paroles de Luan l'aient touchée. Chaque choix se heurte à la pression, à la peur et à l'amour. Qui décide réellement? L'école? Le partenaire? Le ventre? Ou elle? Avec le temps, les méthodes de Luan commencent à changer la perception de ses élèves sur l'apprentissage. Au début, il ne voulait que des récompenses pour chaque devoir, mais elle leur enseigne qu'apprendre en soi est la véritable récompense. La capacité de lire, de penser et de comprendre est un cadeau. Un esprit fort doit s'entraîner, et chaque idée nouvelle est comme un muscle que l'on exerce. Ces muscles les préparent à affronter un monde difficile. Elle leur rappelle que la résilience est leur arme la plus puissante. Les contretemps ne les arrêteront pas. Cependant, elle fait bientôt face à un autre défi lorsqu'elle rend visite à la famille de Daryl et de Lionel. Leurs parents les retirent de l'école, convaincus que Luan avait gâché leur vie avec ses poésies. La grand-mère soutient aussi cette idée, disant que les garçons devaient aider à payer les factures au lieu de rêver d'être médecin ou avocat. La perte de 3 de ses meilleurs élèves brise le moral de Luan. Enseigner devient beaucoup plus difficile, mais le reste de la classe l'encourage à aller de l'avant.
Juste au moment où elle retrouvait le moral, une autre crise surgit. Emilio est accusé par des élèves plus âgés d'être un trafiquant de drogue et d'avoir pris la petite amie de quelqu'un d'autre. Maintenant, il le menace de mort. Peu après, il le surprend disputant avec Angela dans la cour de l'école. Elle dit qu'Emilio porte une arme car le petit ami de son ex l'a menacé. Angela et Luan lui proposent de rester chez elle. Emilio refuse d'abord, puis accepte. Pendant qu'il reste chez lui, Luan lui demande de lui donner des détails sur la menace. Convaincue que l'école peut intervenir et l'envoyer dans un centre pour mineurs, le protégeant ainsi. Elle insiste pour qu'il le dise au directeur. Emilio l'écoute, mais il dit que dénoncer signifierait qu'on le traiterait de balance. Et il préfère mourir plutôt que de porter ce poids. Luan est horrifiée, mais elle ne cesse d'essayer de le raisonner, lui rappelant que sa vie est en jeu et que la dénonciation est la seule option viable. Emilio dit qu'il y réfléchira. Mais cette nuit-là, il disparaît sans rien dire. Le lendemain matin, Luan demande au directeur Grandi s'il a vu Emilio. Il admet que oui, mais dit qu'il l'a renvoyé parce qu'il n'avait pas frappé avant d'entrer dans le bureau. Frustré par son indifférence, Luan retourne dans sa salle de classe. Quelques instants plus tard, Carla apparaît et l'informe qu'ils ont retrouvé Emilio mort, assassiné par balle à 3 pâtés de maison de l'école. Il lui demande de ne rien dire aux étudiants par peur d'une émeute, mais elle ignore sa demande et leur confond la vérité. Les élèves, choqués et tristes, ne provoquent pas de trouble. Ils ressentent simplement une grande émotion. La mort d'Emilio laisse Luan désespérée, convaincue qu'elle a échoué en tant que professeure. Elle décide de démissionner en disant que ce sera sa dernière année et qu'elle a d'autres projets. Cependant, ses étudiants connaissent la vérité, la perte d'Emilio, ainsi que celle d'autres élèves l'ont épuisé émotionnellement. Quelques jours plus tard, Raoul aide Luan à faire ses cartons. Il la remercie de lui avoir donné de l'argent pour acheter une veste et dit que ce fut l'acte le plus gentil que quelqu'un ait fait pour lui. Elle l'encourage à continuer l'école, lui disant qu'elle souhaite le voir obtenir son diplôme. Raoul hésite, pensant qu'il ne peut pas y arriver sans elle, mais Luan lui assure qu'il est plus intelligent qu'il ne le pense et qu'il peut finir. D'autres étudiants lui rappellent également qu'ils ont encore besoin d'elle, qu'ils veulent qu'elle les guide jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Bien que ces mots lui donnent du courage, il ne change pas immédiatement sa décision finale. Lors de son dernier jour, Kali revient à l'école et rejoint la classe de Luan. Raoul l'a amené exprès, pensant que cela la convaincrait de rester. Alors, tous les étudiants parlent à l'unisson et lui disent qu'ils ne veulent pas qu'elle parte. Ils lui rappellent les poèmes qu'ils ont étudiés sur le choix et la résilience, soulignant qu'abandonner maintenant serait contradictoire avec tout ce qu'elle leur avait enseigné. Ces mots la touchent. Elle se rend compte que ses élèves se sont souciés d'elle autant qu'elle s'est souciée d'eux. Ils ne veulent pas la voir partir sans se battre. Ému par leur détermination, Luan décide de rester, prête à continuer d'enseigner et de soutenir ses étudiants. Enseigner ne signifie pas sauver, c'est ouvrir une issue et la maintenir ouverte. Choisir et résister valent mieux que n'importe quelle règle. L'école change quand quelqu'un mise sur les personnes plutôt que sur la paperasse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne cliquez-vous pas sur cette vidéo que je vous recommande ci-dessous? Je vous assure que vous allez adorer. Quel film fantastique!